Le sport santé, tout le monde en parle. Mais une fédération s'est engagée pour en faire sa raison d'être, pour en faire le fondement de ses valeurs. Partout, où que vous viviez, des dizaines d'activités élaborées selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé vous sont proposées, qu'elles soient en extérieur, en salle ou accessibles chez vous. Le PGV, c'est un maillage territorial très fort. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les natures. Le PGV, c'est aussi 135 ans d'une histoire écrite par des professionnels spécifiquement formés et par des bénévoles passionnés, totalement engagés. Et si vous aussi vous veniez rejoindre cette grande famille, un club, des animateurs, un groupe, des amis vous y attendent, là, juste à côté de chez vous. Vous y avez toute votre place. Bonjour à toutes et tous, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale du bien-être, mais c'est aussi surtout la dernière journée de la quinzaine sport santé de la FFEPGB. Et pour cette journée, alors, on a lancé un grand challenge à nos 4500 clubs qui est de produire à peu près 4000 heures d'activité physique dans la journée. Écran, quel est... Et c'est aussi, j'ai envie de dire surtout, l'occasion de notre troisième table ronde de cette quinzaine. Et je suis ravie d'être parmi vous pour parler de l'activité physique, du sport et de l'alimentation au service de notre santé. Et pour cela, je suis en compagnie de monsieur professeur François Carré, médecin du sport et cardiologue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis aussi avec Emmanuel Euze, diététicien, Bonjour. Nutritionniste, responsable médical et scientifique de l'oncologie pour Danone. Bienvenue. Enchanté. Et Yanis Mellerin, qui est médecin généraliste, médecin du sport et aussi médecin fédéral de la FFE-PGB, il me semble. Bonjour. Bonjour Lily. Et pour bien commencer cette table ronde, on a une petite vidéo impactante de François Carré qui était avec nous il n'y a pas si longtemps que ça pour le baromètre sport santé FFE-PGB. Écran, quel est le plus grand ennemi de la santé? Sédentarité et écran, c'est associé. Plus je passe de temps devant les écrans, a priori, plus je passe de temps sédentaire. Donc, effectivement, le grand problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on parle de sport. Nous, médecins, ce qu'on veut, c'est de l'activité physique et moins de sédentarité. Je peux être un sportif sédentaire. Par exemple, les footballeurs professionnels sont très sédentaires, même s'ils sont sportifs professionnels. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils passent à peu près, d'après les informations que j'ai eues, je ne dévoilerai pas mes sources, à peu près 45 minutes à 1 heure d'entraînement par jour et 11 heures à jouer à FIFA, allongés ou assis sur leur canapé, ou bien à répondre à un de leurs 3 portables. Je réponds textuellement ce qui m'a été dit. Bon, il y a aussi la préparation athlétique, la salle de musculation. Il n'y a pas que l'entraînement sur le terrain quand même pour les sportifs professionnels. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les footballeurs professionnels actuels ont un pourcentage de graisse plus élevé que les footballeurs professionnels il y a 15 ans. Ah, ça, c'est intéressant. En quoi le sport est une réponse justement à cette sédentarité? Le sport, c'est une activité physique. Donc, il faut remplacer la sédentarité au moins 30 minutes minimum par jour par de l'activité physique. Si c'est du sport, c'est top. Mais le problème, c'est la régularité. Moi, je peux faire, par exemple, si je prends cet exemple très simple, faire 4 heures de sport dans le week-end et être assis toute la journée dans la semaine, c'est comme si je me lave les dents 7 fois le dimanche et pas les autres jours. C'est pareil pour ma santé. Alors François Carré, vous teasez un petit peu nos footballeurs à l'approche de l'Euro, et c'est vrai que cette idée de la brosse à dents est toujours un peu impactante, mais je crois que ce que vous voulez surtout, c'est nous alerter un peu sur les dangers de la sédentarité, non? Oui, je veux surtout bien insister au niveau de ceux qui nous écoutent que l'inactivité physique, c'est pas la sédentarité, c'est 2 choses différentes. De le même, le sport, c'est pas parce que je fais 5 heures de sport, si je suis 11 heures par jour assis ou couché, eh bien, je ne fais pas assez de sport. En fait, pour compenser 10 heures de sédentarité journalière, c'est 2 heures à 2 heures et quart par jour d'activité physique. Donc mon message, il est très simple, il est que c'est vrai que nous voyons chez les sportifs aujourd'hui que, comparé à il y a des années, il y a 10-15 ans, leur niveau de capacité physique n'est pas le même, tout simplement parce que c'est la société qui a changé ce mode de vie. Et c'est pour ça que souvent, ce que je dis, c'est d'abord se lever, puis bouger. C'est les 2 qu'il faut faire. Il ne faut pas simplement bouger, il faut d'abord se mettre debout. Et aujourd'hui, on n'est pas assez debout. C'est vrai que vous prenez là l'exemple de nos footballeurs parce qu'il est assez impactant, mais je crois que ça touche aussi beaucoup le grand public, de l'enfant jusqu'au senior. On est tous concernés par cette problématique, non? Alors oui, alors on est tous concernés.
Il y a deux grands endroits de la sédentarité, c'est l'école, collège, lycée, et puis même l'enseignement supérieur. Faut savoir, je le dis, même si j'en suis pas fier, que dans la fac de médecine, à la fin des études, on a gagné 3-4 kilos, on a un peu plus de fumeurs qu'à l'entrée, et la capacité physique s'est pas améliorée. Alors, si c'est ça la fac de médecine, je sais pas dans les autres universités comment ça se passe. Donc je veux dire, non, ce que je veux dire, et puis le deuxième milieu, c'est le milieu professionnel aussi. Alors c'est pas de la faute, c'est que le monde a changé. Les enfants ne bougent plus en dehors de l'école, donc il va falloir les faire bouger à l'école, et les adultes ne bougent plus en dehors du travail. Donc si au travail, ils sont tout le temps sédentaires, donc il faut bien prendre conscience. Alors on a d'abord la sédentarité forcée. La sédentarité forcée, c'est l'enfant de moins de 3 ans, qu'on met devant la télévision, qui est la nouvelle nounou. Ça, c'est la première sédentarité forcée. Après, on a la sédentarité de l'enfant qui a un peu plus de 3 ans, qu'on attache bien serré dans la poussette parce qu'il me retarde quand je vais faire les courses, donc je le mets dans la poussette à 4 ans, à 5 ans, alors qu'il n'a rien à faire dans une poussette. C'est une chance pour l'enfant de bouger, puisqu'il va voir découvrir des tas de choses. Et puis après, on a tout le reste, les 6 ans, 11 ans. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en France, à 7 ans, l'enfant passe 50% de sa journée assis. Alors il y a l'école, mais il n'y a pas que l'école. Et à 15 ans, c'est 75% de la journée qui est passée assise par l'adolescent. Alors l'adolescent, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de les égratigner un tout petit peu. La phrase préférée, c'est « j'ai la flemme ». C'est trop long d'ailleurs, c'est « flemme ». Maintenant, on ne dit même plus « j'ai la flemme ». C'est « je m'ennuie ». Et avant, c'était « je déprime ». Et quand je dis ça, mes adolescents répondent « mais non, papy, c'est plus ça qu'on dit, c'est « je dep ». Eh bien, c'est dommage parce qu'ils sont fatigués, ce qui prouve bien que rester assis et couché, ça ne repousse pas. Et si jamais ils se mettaient debout pour bouger avec leurs amis, eh bien, ils déprimeraient moins. Donc, ils ont la solution. Et malgré ça, nous n'arrivons pas à leur faire passer ce message. Et puis après, on va passer à l'adulte. Et bien l'adulte, c'est 12 heures par jour les jours travaillés de sédentarité et 9 heures les jours non travaillés. Les gens les plus sédentaires au travail sont les plus sédentaires en week-end, sont les plus sédentaires en vacances. Tout ça simplement pour une chose, c'est que nous sommes face à une addiction à la chaise. La chaise est la nouvelle addiction. Et comme je dis, la chaise nous raconte des histoires, parce que la chaise nous fait croire qu'elle nous repose. C'est pas vrai. Si je reste assis, je me relève, si j'avais mal aux jambes avant, j'ai aussi mal aux jambes après. Si j'ai mal aux jambes le soir après une journée de travail difficile, je vais marcher 10 minutes, j'aurai moins mal aux jambes, mais c'est pas en m'asseyant. Et c'est pour ça que je vous rappelle quand même que la chaise, c'est une tueuse silencieuse. On est quand même à 50 000 morts, 40 à 50 000 par an liés à la sédentarité par les maladies chroniques que ça favorise. Donc tout ça, on le sait. Et puis on arrive enfin chez les personnes âgées, qui elles aussi vont rentrer dans ce cercle un petit peu, c'est un cercle vicieux de la sédentarité. Elles vont avoir tendance à passer de plus en plus de temps assises, parce que quand je vieillis, je perds du muscle, c'est la sarcopénie, donc comme je perds du muscle, c'est plus dur pour moi de marcher, donc qu'est-ce que je fais? Je ne marche plus, etc. Et puis j'ai une petite anecdote qui marche très bien, qui me marchait très bien avant, quand je voyais encore beaucoup de malades, de personnes âgées. Elle me disait, docteur, je veux bien essayer de passer le moins de temps assis, mais je ne veux pas que vous me supprimiez une chose, c'est les feux de l'amour, parce que les feux de l'amour avaient beaucoup de succès. Donc qu'est-ce que je faisais? Je leur disais, pas de problème, vous pouvez regarder les feux de l'amour à une condition, c'est chaque fois qu'il y a de la publicité, vous tournez autour de la table. Eh bien, ils font leurs 30 minutes avec toute la publicité qu'il y a. Donc, c'est possible, mais c'est notre société qui nous pousse vers ça. Et là où c'est dramatique, et quand même, c'est qu'on rit, mais aujourd'hui, je demande à 100 personnes, est-ce que c'est bien de faire de l'activité physique? Il y en a 99 qui me répondent oui. Je dis toujours 99, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait un questionnaire, il y a toujours... on n'arrive jamais à 100%. Donc, il y a une personne qui n'a pas compris la question, donc elle ne répond pas. Et après, je leur dis, donc vous bougez. Et là, il y en a 4 qui me répondent oui. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, faire de l'activité physique, c'est bon pour la santé, c'est un plus. Mais alors que c'est un moins de ne pas bouger. Et ça, c'est ce message qui ne passe pas. Les gens ne se rendent pas compte combien c'est dangereux pour leurs enfants, la sédentarité. Les gens ne se rendent pas compte combien c'est dangereux pour eux. Et que nous n'avons pas d'issue, nous devons nous lever et bouger. Et vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé de sport, je n'ai pas parlé de simplement bouger. Merci François Carré. Et puis je sais que vous la connaissez, messieurs, mais j'invite au moins les gens qui nous regardent à passer un petit peu sur les réseaux pour aller chercher la vidéo de La chaise qui tue que vous avez enregistrée, qui est fort intéressante sur le sujet. N'hésitez pas à aller chercher La chaise qui tue du professeur François Carré. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? On comprend bien que la sédentarité, ça semble être une problématique. Et je vous ai souvent entendu parler avec des mots forts sur les conséquences de cette sédentarité, notamment sur des maladies qui peuvent arriver plus jeunes chez l'enfant. Peut-être pourriez-vous... Oui, on voit en fait, nous médecins, on voit des nouvelles maladies chez les jeunes. Les jeunes ont des maladies de vieux, comme je dis, tout simplement parce qu'ils ont le diabète de type 2. Le diabète de type 2, il y a 15-20 ans, c'était l'homme de 50 ans.
C'était l'homme qui avait la bedaine, hein, et puis etc. Aujourd'hui, c'est des gamins de 14, 15 ans, 16 ans qui ont des diabètes de type 2. On nous parle de la dépression. Vous avez vu cette explosion de la dépression après post-confinement et tout. C'est amusant. Personne ne fait le lien entre le gamin qui passe sa journée assis couché, qui me dit qu'il déprime, et cette dépression. Ça choque d'ailleurs personne qu'on dise qu'il y a de plus en plus d'enfants dépressifs. Hein. Même, c'est dramatique. Le suicide est une cause principale de décès chez les adolescents, maintenant, actuellement, quand même, il faut le dire. Ce diabète de type 2, tout le monde en parle. Donc ça, on a des maladies d'adultes qui touchent les très jeunes. Et savoir que la sédentarité, c'est quand même, à peu près, ça augmente de 30% toutes les maladies chroniques. Par exemple, l'accident vasculaire cérébral, les gens savent ce que c'est. Si je prends une population qui ne fait pas assez d'activité physique, c'est-à-dire 30 minutes d'activité physique par jour, 3 fois 10 minutes, c'est 40 à 50% d'AVC en plus dans cette population. Donc c'est des choses qui sont terribles. Mais surtout, quand même, et je vais insister là-dessus parce que c'est ce qui est le plus important, c'est que les gens qui ne bougent pas assez ne se rendent pas compte à côté de quoi ils passent. Quand je bouge, je suis de meilleure humeur, j'ai une meilleure estime de moi, je ne suis pas essoufflé quand je vais me balader. D'abord, si je suis malade moins longtemps, je récupère plus vite et je rencontre des gens. Donc on a les 3 piliers de la santé, le physique, le mental, le social. Par contre, si je ne bouge pas, eh ben, je suis anxieux, plus dépressif. Je ne suis pas sûr que tous les gens savent que le meilleur traitement préventif du burn-out, c'est l'activité physique. Vous prenez une société où il y a des stress importants, les gens qui font l'activité physique font moins de burn-out que les autres. Après, quand je monte les escaliers ou je les descends, ben, je ne les monte pas parce que je suis trop essoufflé, j'ai mal aux jambes, donc je prends l'ascenseur, ce qui fait que je suis encore plus essoufflé. Donc ça, c'est parce que je ne bouge pas. Si j'ai plus de maladies, comme on l'a vu, et si je suis malade, j'ai plus de complications. Les maladies chroniques devraient tous faire de l'activité physique. Et puis enfin, eh ben, je me retrouve tout seul, c'est la solitude et c'est la dépression, etc. Donc, je crois qu'il vaut mieux bouger. Oui, je crois aussi. Du coup, on a envie de se tourner vers vous, docteur Mellerin, parce que vous êtes médecin généraliste, médecin du sport, et vous êtes aussi impliqué au sein de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Qu'est-ce que cette fédération propose justement pour peut-être donner goût à l'activité physique à tous ces publics? Parce qu'il me semble que vous êtes multi-activité. Alors, histoire d'avoir une vision objective, parce que je suis avant tout médecin généraliste et médecin du sport, je vais plutôt prendre l'histoire à l'envers. C'est qu'est-ce qui a fait que je suis venu dans cette fédération initialement. Moi, je me suis intéressé pendant mon internat au sport santé via mon maître, le professeur Daniel Rivière sur Toulouse. Et puis, quand j'étais étudiant, je me suis dit... Toulouse était un terreau du sport santé, comme 2 autres régions de France à l'époque. Et je me suis dit, comment je vais pouvoir mettre en place la même chose, la promotion de l'activité physique pour la santé, pour mes patients que je vais avoir au cabinet 1 an plus tard, une fois installés. Et puis, en fait, c'est le professeur Rivière qui m'a dit, Yanis, il y a une fédération sportive, ça s'appelle la FFEPGV, que je ne connaissais pas, qui est déjà très impliquée tant en prévention primaire, parce qu'elle touche un large public, que même déjà à l'époque, et c'était assez unique pour une fédération sportive, je pense que c'était même la seule à l'époque, donc là je parle des années 2010, en prévention secondaire et tertiaire avec gym après-cancer. Et donc je me suis dit, bon, j'allais les rencontrer, et c'est comme ça que j'ai découvert cette fédération. Et effectivement, j'ai découvert une fédération qui proposait de l'activité dès les plus petites, pour les tout petits, dès 9 mois, puis pour les enfants, pour les adultes, pour les seniors, et commencer à développer une activité sportive aussi pour les malades chroniques. Et c'est alors qu'à l'époque, moi dans mes confrères médecins du sport, le sport c'était le sport performance, c'était vraiment ça qui était mis en avant. Et moi j'étais un petit extraterrestre dans ma promotion qui m'intéressait au sport santé parmi les jeunes. Et moi j'ai découvert une fédé qui proposait des activités multiples, qui étaient orientées vers le plaisir, le lien social. François Carré en parlait un instant, l'importance de ce lien social sur l'humeur, sur la santé mentale, et des activités sur plusieurs milieux, de la salle, de l'extérieur. Et moi, je commençais un petit peu, après, donc 2 ans plus tard, à toucher du doigt en consultation tous les freins que j'avais dans mes patients pour essayer de les faire bouger plus. Et c'est comme ça que je me suis dit, cette fédération sportive elle va pouvoir répondre aux attentes de mes patients, en tout cas ce que je vais essayer de leur apporter une offre de pratique de proximité aussi. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'une pratique d'activité physique, si elle est loin du domicile, loin du lieu de travail, elle ne sera pas pérenne dans le temps. Et donc ce maillage territorial qu'a la FFEPGV sur tout le territoire, il permettait aussi de répondre à ce besoin qui est indispensable pour introduire une activité physique durable
chez mes patients et donc dans la population générale. Oui, c'est vrai, si après le travail, il faut qu'on fasse une demi-heure de voiture, on a tendance à aller vers notre chaise préférée, voir la télévision, je vous l'accorde, et c'est vrai qu'avec cette fédération, elle a un peu moins d'1,5 million de licenciés. A priori, vous ne l'avez pas quittée. Non, 15 ans plus tard, je suis toujours là. Et du coup, vous disiez qu'elle avait une approche particulière, cette fédération, parce qu'elle se base sur l'individu, le plaisir, mais quelle est son approche en activité physique? Parce qu'on a du mal, on se dit, bon, bah, on ne vient pas pour faire du football, on ne vient pas pour faire du golem, alors qu'est-ce qu'ils font nos enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que cette fédération propose de particulier? Alors, ce qui était intéressant, et je reviens à ce que je disais sur l'histoire du sport performance, c'est, mais pareil, hein, dans les années 2010-2013, nous, médecins, quand on nous parlait, alors là, à l'époque de sport sur ordonnance, on nous parlait activité en endurance uniquement, on nous parlait de prescrire une fréquence, une intensité, une durée. Et le PGV, déjà, à ce moment-là, et continue toujours, et on a même encore amélioré les choses, s'attelait à, oui, proposer de l'activité cardio, mais à proposer aussi du renforcement musculaire, un travail d'équilibre, un travail de souplesse. Et finalement, avec ces années, on s'est rendu compte que pour la très large majorité, alors pour toute la population en bonne santé évidemment, et même pour les pathologies en traitement, c'est ce qu'on appelle les 4 piliers à la FFE-PGV qui doivent être travaillés au sein d'une même séance ou sur plusieurs séances pour avoir le plus grand bénéfice pour la santé. Et on a intégré ça, alors là je reprends ma casquette de médecin fédéral, on a intégré ça dans aujourd'hui ce qu'on appelle la séance mixte de la FFE-PGV où justement on a formé nos animateurs et on entretient nos animateurs dans le fait que travailler ces 4 piliers, donc cardio, renforcement musculaire, souplesse, équilibre, on doit l'intégrer dans toutes nos séances pour permettre d'avoir le meilleur bénéfice. Et donc alors, voilà, on a décliné ça maintenant sur tout le territoire avec le PAC Sport Santé, mais qui a pour vocation à la fois de proposer cette activité physique conformément aux recommandations scientifiques, et puis après de l'enrichir, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, l'enrichir un petit peu de données pour nos animateurs, pour nos pratiquants, pour avoir des bons réflexes santé. Et là, on parlait santé mentale, on parlera alimentation après, on parle sommeil, bouger au quotidien aussi. Donc on va donner des billes via des outils un peu innovants pour nos animateurs et nos pratiquants, pour améliorer la santé globale de nos pratiquants. Merci beaucoup. Et puis j'ai vu que vous êtes tourné vers Emmanuel Euze, notre spécialiste aujourd'hui sur les questions d'alimentation, et j'ai vu le petit clin d'œil, je me permets de prendre la perche. On parle beaucoup d'activité physique et de santé, mais la place de l'alimentation au quotidien, il me semble qu'elle est importante aussi. Est-ce que vous auriez des messages, des conseils sur le sujet pour une population plutôt en bonne santé pour la vie de tous les jours? Oui, j'ai plein de messages et des messages qui sont assez simples, puisque au final, manger, c'est quelque chose d'assez simple, et il faut que ce soit simple, puisqu'on le fait au quotidien, et on le fait plusieurs fois par jour. Les messages qui peuvent être aussi importants, et avant toute chose de considération, c'est la notion de plaisir. On est en France, et les Français aiment se faire plaisir dans l'alimentation, et ça reste un repas qui est convivial, social, et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut considérer aussi. Ça amène une notion de temps, et que ce temps d'échange sur le temps du repas est un temps qui permet aussi de prendre le temps de manger. Et le temps de manger est important. Ce n'est pas en 5 minutes qu'on va déjeuner, ou en 5 minutes ou en 10 minutes qu'on va dîner. Non, il faut prendre le temps. Je pense que déjà, ça c'est une des premières notions, à la fois sociale et de plaisir. Et puis, pour faire ce lien avec l'activité physique, dans les recommandations qu'on peut avoir, alors je suis spécialisé en oncologie, les recommandations de l'INCa, l'Institut national de cancer, les chiffres et les résultats qu'on voit montrent que, eh bien, dans la prévalence des cancers, on peut estimer que 16 à 20% des cancers en France pourraient être évitables. Et sont en lien avec des facteurs nutritionnels. Et quand l'INCa dit en lien avec des facteurs nutritionnels, l'activité physique rentre en compte dans ces facteurs nutritionnels. C'est totalement lié. On ne peut pas promouvoir une prise en charge nutritionnelle ou de la nutrition si on ne fait pas une activité physique à côté. L'homme est fait pour bouger. L'homme n'est pas fait pour rester sur une chaise. Et ce n'est pas la chaise qu'on a inventée en premier, ou en tout cas qui peut être importante dans notre société. Le feu, par exemple, peut avoir des vertus et qui peuvent être intéressantes pour cuisiner et élaborer des plats qui sont pas mal. De manière générale,
Ce qu'on peut voir, c'est que l'alimentation méditerranéenne, on en parle et fait partie des choses qui sont à promouvoir, à mettre en place, c'est-à-dire qu'on va manger un peu plus de légumes, de végétaux et un peu plus de poissons qu'à l'accoutumée, en tout cas en considération de ce que les Français mangent à l'heure actuelle. Quand on fait le parallèle avec la viande, eh bien on estime qu'il faut manger moins de 500 grammes de viande rouge par semaine. On considère qu'un steak c'est 150 grammes, ça veut dire 3 fois par semaine. C'est pas beaucoup, 3 à 4 fois, c'est pas beaucoup. Et effectivement, regarder quelle consommation on a de manière régulière peut permettre de faire en sorte de se dire est-ce que j'y arrive, est-ce que ce que je fais a un impact. Et quand je parle de viande rouge, c'est 500 grammes, mais on parle aussi de charcuterie, on en produit, c'est 150 grammes par semaine de charcuterie. 150 grammes, c'est quoi? C'est comme les 5 fruits et légumes par jour, j'en parlerai après, mais c'est la même chose. Une tranche de jambon, c'est 60 grammes à peu près, donc en fait, c'est 2-3 tranches de jambon par semaine. Une saucisse, c'est 50 grammes, donc ça fait 3. Ben, ça va très vite aussi. Et ça, c'est pas effectivement des choses qu'on peut dire au quotidien, ou en tout cas qu'on peut lire, mais qu'il faut connaître parce qu'on peut choisir d'autres choses, ou en tout cas se créer des nouvelles habitudes. Et justement, j'en profite parce que la semaine dernière a eu lieu la deuxième table ronde de la quinzaine avec l'Institut de Myologie. Donc, on a beaucoup parlé du muscle et notamment comment nourrir le muscle. Et on a parlé de ces protéines, des protéines qu'on retrouve communément dans la viande. Et donc vous parlez là de la viande rouge, de la charcuterie. Et le public a posé une question, et ça me paraît intéressant d'y revenir, c'est qu'il faudrait manger des protéines, mais on n'a pas le droit à la viande rouge. Est-ce qu'il y a d'autres protéines qui sont plus recommandées? Alors j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit à la viande rouge. Non, pas. On a le droit à la viande rouge. En fait, tout est une question de fréquence. Okay. Pour certaines choses. On parlait du tabac, vous parliez du tabac tout à l'heure. Effectivement, quelle que soit la fréquence, on sait, c'est délétère. 0 cigarette. L'alcool, de la même façon. Il n'y a pas de limite. La première limite, c'est la première prise. Et donc, la viande blanche, de manière générale, on va considérer que les apports en protéines, ce qui est important, c'est d'avoir des apports en protéines animales et végétales. La diversité est importante, quel que soit le nom, la situation et l'endroit dans lequel on vit. Et donc, de ce fait, c'est manger à la fois des protéines végétales et des protéines animales. Dans les protéines animales, on aura des acides aminés, certains essentiels, en tout cas que nous n'arrivons pas à produire et qu'il faut apporter. Et donc, de ce fait, eh bien, il faut avoir ces apports en protéines animales. Pour les personnes qui sont végétariens ou végétaliens, il faut qu'il y ait quand même une certaine notion, en tout cas, il faut qu'ils sachent, par le biais des légumes secs, on arrivera à trouver et à avoir des apports suffisants, en tout cas, et qui correspondent à nos besoins. Néanmoins, je pense que pour certains, il faut quand même avoir quelques notions, ou en tout cas avoir un suivi et échanger avec son médecin généraliste. Quand on a ce souhait de pouvoir être végétalien, végétarien ou vegan, je pense que ça fait partie de choses dont on entend parler, peut-être qu'il y a un peu plus de considération, mais je pense que ça nécessite vraiment un suivi pour pouvoir faire en sorte d'éviter certaines carences ou de fausses idées ou de croyances qui ne sont pas avérées. Les protéines sont importantes, elles sont essentielles, donc on les retrouve dans les légumes secs si on veut avoir, pour avoir les apports en végétaux, des noix, ce genre de choses peuvent être intéressantes en termes d'apport en protéines. Les recommandations, c'est à peu près 2 fois par semaine de manger des légumes secs. 2 fois par semaine, je ne suis pas sûr que beaucoup le fassent. Il n'y a pas grand monde qui... Je ne suis pas sûr que beaucoup le fassent, mais c'est 2 fois par semaine, ça fait partie des recommandations. Des céréales complètes au moins 1 fois par jour. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Ce n'est pas tant pour les protéines, mais c'est aussi pour les apports en fibres. Puisqu'on se doit d'avoir à peu près 25 grammes d'apports en fibres par jour. Ça permet d'avoir une incidence, notamment sur le microbiote. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de microbiote, qui est en lien, certains disent que c'est notre deuxième cerveau, mais ce qu'on pourrait voir comme ça, et qui peut avoir un lien avec l'immunité. Où est-ce qu'on trouve les fibres? Alors vous disiez dans les céréales complètes? Les fibres, on les retrouve dans les céréales complètes, on les retrouve dans les légumes secs, on les retrouve dans les fruits, on les retrouve dans les légumes de manière plus ou moins importante. 25 grammes par jour, ça ramène à ce qu'il y ait une nécessité, effectivement, de pouvoir avoir des apports au quotidien qui soient assez importants. Et de manger des fruits et des légumes
tous les jours, de manger ces légumes secs de manière régulière dans la semaine parce qu'ils ont des apports qui sont un peu plus importants. Et en gros, ce qu'on voit, vous parliez tout à l'heure de certains chiffres sur la population française, ce qu'on remarque, c'est que c'est 17% de la population française qui a des apports de plus de 25 grammes de fibres. Donc on a du travail, on a une marge de progression, on a tout ce qu'il faut. Quand on va au supermarché ou quand on va sur le marché, on a tout ce qu'il faut à portée de main pour pouvoir le faire. Cuisiner des légumes secs, cuisiner des lentilles, ce n'est pas un temps long. C'est quelque chose qui peut se faire au quotidien. Pas besoin d'amener à ce qu'on soit un grand cuistot pour pouvoir amener à les cuisiner. Ce que dit Emmanuel est important parce qu'en fait, dans nos propos, il n'y a rien de compliqué en réalité. Et tout à l'heure, on parlait des protéines pour les muscles. Oui, mais le message des protéines pour les muscles, c'est pour les gens qui font de la musculation réellement, comme disent maintenant, parce que c'est la mode des ados. 25% des ados, si on leur demande qu'est-ce qu'ils voudraient faire, c'est de la musculation. Ouais. En fin de compte, c'est prendre de la masse. Ouais. Donc prendre de la masse, ben là oui, mais dans la vie de tous les jours, bouger, c'est du cardio, comme l'a dit Yanis, du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, ben, monter des étages à pied, ne pas avoir peur de monter 3 étages à pied. Et là, j'ai un scoop aussi pour ceux qui nous écoutent. On a le droit de monter les escalators, c'est pas interdit. On peut les monter, on peut les descendre aussi, c'est pas interdit. Et c'est pas dangereux de les descendre non plus. Donc, c'est des choses très simples. En fin de compte, ce qu'on recommande, c'est de se lever pour bouger plus. Et dans ce qui est recommandé, dans ce que dit Emmanuel, c'est des choses simples. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, il faut que ces choses-là rentrent dans notre nouvelle routine. C'est-à-dire que c'est vrai que si à chaque fois dans la semaine, je me dis est-ce que j'ai marché mes 30 minutes aujourd'hui, et puis après, est-ce que j'ai mangé combien de grammes de viande, là, ça va être compliqué, la vie. Mais si, effectivement, comme vous le dites, on prend ces habitudes, et puis surtout, il faut la faire prendre aux enfants aussi, parce que c'est pareil, je pense que c'est comme l'activité physique, je ne sais pas votre avis, mais on apprend aux enfants à bien manger quand ils sont petits. Et ça va jouer sur le reste de leur vie. Les 1000 premiers jours sont essentiels dans la vie d'un être humain et sont très, très, très importants et vont amener à limiter certains risques. L'allaitement fait partie des choses qui vont amener à être un facteur de risque de la limitation du surpoids. L'accouchement par voie basse, ça on ne le choisit pas systématiquement, peut avoir un impact, je parlais de microbiote tout à l'heure, ça peut avoir un impact sur son microbiote. Mais les 1000 premiers jours sont très importants effectivement, et la diversification est aussi importante puisque c'est les premières découvertes de repas solides et de choses avec divers goûts, donc c'est essentiel. Je voulais revenir un peu aussi sur ce que vous disiez, professeur Carré, sur les besoins. Il y a des notions où effectivement, quand on n'a pas de maladie, quand on est sain, il faut quand même considérer, et j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne de plus de 70 ans et qui me disait, moi j'ai pas très faim, j'ai pas besoin de toute façon, je bouge, une personne qui était très active, qui jardinait, qui allait se balader, qui allait marcher avec ses amis, pour autant se sentait un peu fatiguée. Alors, il faut regarder, on peut faire des petits check-up et vous, cardiologue, vous saurez bien sûr tout ce qu'il faut faire et bien mieux que moi. Mais on lui posait la question, les apports en protéines, et ces apports en protéines n'étaient pas très élevés. Peu de produits laitiers, peu de légumes secs, peu de viande, en tout cas au quotidien. Or, les besoins nutritionnels en termes d'apport en protéines pour les personnes âgées sont plus importants que pour l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce que d'une manière physiologique, on va perdre du muscle en vieillissant. La production de protéines peut être un peu plus difficile en tout cas à avoir et on va avoir plus de pertes que de production. Et donc on a des besoins qui sont plus élevés et il faut, je ne suis pas sûr que l'ensemble de la population en tout cas le sache, mais les besoins en protéines quand on est âgé sont plus importants qu'à l'accoutumée, quel que soit son état de santé. Certes, si on a des pathologies, ça peut être un peu plus important, mais ce sera sensiblement la même chose. Mais il faut considérer que on se sent bien, on est bien portant, et pour autant, à partir d'un certain âge, à partir de 70 ans, nos besoins sont beaucoup plus importants qu'à l'accoutumée. Ce qui n'est pas évident, parce que l'appétit est peut-être un peu moins là. C'est essentiel, effectivement. C'est pour ça que je ne reproduis pas toujours les recommandations de l'activité physique chez les personnes âgées en disant que c'est 30 minutes par jour.
avec toujours pareil, où on rajoute la souplesse, l'équilibre essentiel chez la personne âgée, mais le renforcement musculaire. Moi, mes personnes âgées à partir de 65-70 ans, puisqu'on devient âgé à 65 ans à peu près, eh bien, je leur dis, plus vous vieillissez, plus il faut faire de renforcement musculaire, parce que c'est là où ça se passe. Donc, effectivement, il y a associé aux protéines. Par contre, j'avais l'impression, je ne sais pas, vous allez savoir ça mieux que moi, l'hydratation chez la personne âgée. Ouais. Ça pose un problème ou là aussi, il faut qu'il... De la même façon, effectivement, physiologiquement, l'envie ou la sensation de soif est moindre. Et donc, de ce fait, il faut faire en sorte d'en avoir conscience pour pouvoir se le rappeler au quotidien. Souvent, ils nous disent « j'ai pas soif ». Et donc, ce que vous disiez, cette habitude de se dire que régulièrement dans la journée, je veux avoir des moments pour pouvoir faire en sorte de boire, à partir du moment où on n'y pense plus. Si on n'y pense plus, ça veut dire que c'est gagné. Si c'est uniquement au moment des repas, ça peut être un peu plus compliqué, sachant que pour la personne âgée, à partir de 65-70 ans, l'appétit est moindre. Donc le seuil de satiété arrive plus vite. Ce qui veut dire qu'on ne mangera pas la même quantité. Pour autant, les besoins sont là. Si on boit de l'eau sur ce temps de repas, en plus des repas, on va diminuer sa capacité potentiellement à manger suffisamment. Donc s'hydrater tout au long de la journée permettra aussi de pouvoir répondre aux besoins en fonction de l'activité physique qu'on aura faite. Et ça permettra d'avoir suffisamment ce dont on a. Puisque chez les personnes âgées, le risque de dénutrition, de perte de poids involontaire, de perte de masse musculaire involontaire est important et a des conséquences sur son quotidien, sur sa qualité de vie. Les risques de chute peuvent être majorés parce qu'on aura une fonte musculaire et que de ce fait, l'équilibre ou la souplesse sont moins importantes. C'est pour ça qu'il faut avoir ces moments dans la semaine, effectivement, où l'équilibre et la souplesse, et ce n'est pas uniquement, mais ça vous en parlez même pas, l'activité physique en tant que telle, mais qui est importante chez les personnes âgées. Et moi, je voulais rebondir sur la partie soif, parce qu'effectivement, c'est pas un combat, mais en tout cas, c'est une problématique quotidienne en médecine générale. À la fois, effectivement, parce que ce sentiment de soif baisse, et puis c'est tout l'impact que peut avoir sur la santé, sur la fonction du rein. C'est des personnes qui, malheureusement, pour une partie d'entre elles, ont plusieurs médicaments, et une hydratation insuffisante va avoir des conséquences en termes d'accumulation des traitements, en tout cas de risque d'effets indésirables ou d'effets secondaires graves. Et c'est vrai que réussir à trouver à quel moment de la journée qu'il y ait une routine en termes d'hydratation est un enjeu, c'est vraiment un enjeu majeur pour nos seniors. Et justement, Yanis, il me semble que vous êtes aussi spécialisé en gériatrie. Vous m'avez expliqué que vous travaillez aussi en établissement pour les seniors. Et vous qui avez aujourd'hui cette bivalence entre le médecin qui va certainement conseiller sur l'alimentation et l'hydratation que vous faites là, et ce regard sur l'activité physique que vous avez via votre implication, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques exemples de bénéfices pour des seniors que vous connaissez de l'activité physique et d'une bonne alimentation comparativement à d'autres? Je trouve que finalement le senior, c'est un bon exemple de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ce qui se passe, on en parlait tout à l'heure, tous inexorablement la masse musculaire va fondre, la masse osseuse aussi malheureusement va fondre. Donc c'est l'ostéoporose qui peut arriver, donc une qualité de l'os moindre qui peut aboutir à des fractures sévères avec des conséquences qui peuvent être majeures. Et le senior, en fait, est le bon exemple pour dire qu'il ne faut jamais arrêter de bouger. Et il faut commencer le plus tôt possible. Parce que, on parle de force musculaire, mais il y a la partie capacité en endurance qui est indispensable. Parce que pour effectuer des choses de la vie quotidienne, il faut une certaine capacité en endurance. Nos sportifs appellent ça la VO2 max. Alors, le professeur François Carré me corrigera si je dis des bêtises, mais je vais le faire de façon très simple. C'est notre capacité à utiliser l'oxygène pour un effort, et en gros, ça détermine votre vitesse maximum sur une course ou votre puissance maximum que vous allez développer sur un vélo. Donc, quand vous êtes au max du max, c'est votre capacité à développer un effort. En fait. Donc, un indicateur de conditions physiques. Exactement. Okay. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, inexorablement en vieillissant, cette condition physique, cette capacité en endurance, cette VO2 max baisse. Mais si on était un sportif jeune ou avec un niveau d'activité physique somme toute raisonnable tout au long de la vie, ce niveau de condition physique va rester à un certain seuil qui permettra en cas d'événement majeur, un événement de santé, un cancer peut-être, une fracture,
un infarctus du myocarde, fera qu'on la réserve fonctionnelle, la réserve de l'organisme sera encore suffisante pour s'en remettre et passer ce cap, cet événement de santé majeur. Si malheureusement on était sur un niveau de condition physique depuis qu'on est enfant, adolescent, adulte, qui était faible, on va arriver à un seuil de fragilité où un événement de santé majeur va faire qu'on va rentrer ce qu'on appelle la dépendance. Et malheureusement, quand on rentre en dépendance, donc c'est nos aînés qui sont à domicile, qui ne peuvent plus sortir de chez eux ou qui sont malheureusement en institution, malheureusement, une fois qu'on est rentré en dépendance, le retour en arrière n'est pas possible. On va dire, mais c'est déprimant ça. Ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, l'idéal, c'est de jamais arrêter, mais à n'importe quel moment de la vie, on est en capacité de reprendre de la force musculaire, évidemment, et on est aussi en capacité de prendre 10, 15, 20% de cette fameuse VO2 max pour éloigner la trajectoire qui va amener vers la fragilité. Donc vraiment, le senior, c'est l'exemple type. Si on veut un vieillissement réussi, ben, il faut rester actif tout au long de la vie pour qu'en cas de pépin, on puisse le passer la haie et continuer à revivre après cet événement. Alors, on parle du senior là et on entend souvent le senior qui vieillit, le senior qui se fragilise, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière Mathilde Sénéchal, qui est une marathonienne de haut niveau, et son papa, qui a 78 ans, court encore des semi-marathons. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que, en tant que senior, si je me mets ou remets à l'activité physique, je peux encore gagner en capacité d'endurance? Est-ce que je peux gagner encore en masse musculaire? Ou est-ce que ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, même avec l'activité physique, je ne peux que maintenir ce que j'ai? Est-ce que je peux progresser encore? On va maintenir côté masse osseuse, on va ralentir le déclin ou maintenir la qualité de l'os, ça oui. Sur la force musculaire et sur la partie capacité en endurance, quel que soit son âge, on peut progresser. L'idée, c'est pas de se réveiller trop tard, avant que les pépins de santé soient là. On a fumé, on a parlé, c'est pas du tout une bonne idée. Il faut s'arrêter le plus tôt possible pour éviter que les dégâts qui seront inexorables soient présents. Et chez le senior, oui, on peut s'y mettre. Après, moi, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, le plaisir de signer un certificat pour un marathon, un certificat de non-contre-indication pour le marathon, un monsieur de 79 ans qui sortait d'un semi-marathon. J'en ai fait qu'un, parce que malheureusement, c'est pas la motivation, c'est parfois l'appareil locomoteur qu'on a décidé autrement, et on va avec les années sur une arthrose de genou, malheureusement, les impacts sur un genou un peu évolué, un petit peu dégradé, vont faire que le genou va peut-être pas le tolérer. Mais il n'y a pas de règle. On a des gens qui vont avoir des arthroses à la radio et qui vont être parfaitement en capacité de continuer leur activité sportive qu'ils faisaient jusque-là. Une même lésion rhumatologique ne va pas handicaper des personnes de la même façon. Donc, il n'y a pas de contre-indication. On peut faire le sport qu'on a envie à partir du moment où il n'augmente pas des symptômes douloureux qui vont faire que après le reste du temps, le reste de la semaine, il ne va plus bouger. Si on va sortir pour courir 8 km à 75 ans, mais que derrière on met une semaine pour s'en remettre et qu'on est assis dans le canapé tout le reste de la semaine, peut-être que ce n'était pas la meilleure des décisions et qu'il faudra peut-être aller faire sa sortie vélo avec les copains, parce que là le genou sera un petit peu moins abîmé, mais il n'y a aucune contre-indication en tant que telle. Il faut écouter son corps et voir ce qu'il est capable de tolérer. Mais ce que dit Yanis est essentiel, parce que le message qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut arrêter de dire à la personne qui vieillit, dont je fais partie, qu'à ton âge, déjà que notre âge, on n'en est pas forcément fier et content, et en plus on nous le redit. Alors arrêtez de dire « papy, mamie, à ton âge, n'en fais pas trop, etc. » Si vous dites ça, c'est peut-être que vous visez l'héritage, et ça, c'est pas gentil. Oui, j'aimerais bien être comme toi à ton âge, peut-être. Voilà, exactement. Ça, c'est mieux, c'est valorisant. D'ailleurs, j'aime mieux le terme master des Américains que vétéran chez les Français, vétéran tout de suite. Oui, hein. oui. C'est assez jeune d'ailleurs, c'est passé 30 ans, oui. vétéran. Ça m'avait marqué, ça. Sur un SMI, pareil, vétéran, j'ai 35 ans, 36 ans, c'est vétéran, mais bon. Donc le message, c'est que ça reste assez individuel selon l'âge, mais quel que soit l'âge auquel on commence, les bénéfices peuvent être présents. Alors après, on est senior, il ne faut pas se décourager. François Carr en parlait tout à l'heure. On a des seniors qui ont déjà des pertes d'autonomie, qui ont des difficultés fonctionnelles, qui sont peut-être extrêmement déconditionnés, soit par des événements de santé, soit parce qu'ils n'étaient pas actifs.
nos animateurs, ils ont été formés, ils vont travailler peut-être au début. Tout à l'heure, je parlais des 4 piliers à la fois dans nos séances. Il faudrait du cardio, du renfort, de la musculation, de la souplesse. Au début, si on a même des troubles de l'équilibre, voire même on a peut-être déjà chuté à domicile et on est senior, et bien au début, on va peut-être travailler le renforcement musculaire, l'équilibre. Le cardio, on va le mettre dans un second temps, une fois qu'on aura récupéré de la masse musculaire, pour ne pas se mettre en danger. Donc on va y aller par étapes. On ne va pas remettre quelqu'un qui est éloigné de l'activité physique ou qui a eu un événement de santé si ses capacités fonctionnelles ne le permettent pas. On va commencer par individualiser et s'adapter d'une personne à l'autre. Et ça, nos animateurs, ils ont été formés pour ça. D'accord, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a ces 4 piliers et puis en fonction du besoin, le senior est peut-être d'abord sur l'équilibre, la souplesse. Les animateurs à la KPPG, ils savent réguler ce genre de choses. Alors justement, j'avais une question. Les animateurs font l'évaluation de ces 4 piliers pour choisir, pour adapter? Ça fait partie, dans le cadre de la séance mixte, ça fait partie de leur prérogative, effectivement, de s'adapter. Il y a une évaluation initiale de la personne et ça fait partie de l'objectif, effectivement, de s'adapter aux limitations que présente la personne, pour ensuite avancer avec lui, pour arriver dans la mesure du possible. Et peut-être que pour certaines personnes, l'objectif sera juste d'augmenter la partie force musculaire, équilibre pour prévenir les chutes, et que malheureusement, l'état de santé général ne permettra pas d'aller plus loin. Mais pour la majorité, l'objectif, c'est évidemment... Donc il y a une évaluation, et c'est un programme à la carte un peu. Oui, d'accord. Et après, c'est des groupes. On va dire que l'avantage sur cette fédération, c'est qu'on reste, contrairement à ce qu'on peut voir dans des structures... privés, désolé, reste sur des effectifs qui permettent d'individualiser dans la séance. C'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Donc on est en capacité, nos animateurs sont formés pour et en capacité par rapport aux effectifs d'individualiser au sein d'une même séance pour 2 personnes qui vont avoir des problématiques différentes. Peut-être une c'est sur son arthrose de rotule, l'autre c'est sur sa capacité respiratoire, mais c'est sur les petits effectifs permettent cela. J'ai une question sur justement ces entretiens au préalable, ce premier entretien. Dans les échanges que vous avez avec les adhérents, est-ce qu'il y a des buts? Est-ce que vous vous engagez à... dans 6 mois, l'idéal ce serait de faire ça. Aujourd'hui, on commence, mais le but va être d'amener à ce que, voilà, on parlait de souplesse, on parlait d'agilité, à ce que sur les mois à venir, vous réussissiez à faire ça. En termes de motivation, on parlait de changement d'habitude. Il y a une nécessité, et pour avoir travaillé à l'hôpital, si on n'explique pas effectivement vers quoi on va aller, c'est un peu compliqué. Changer ses habitudes peut être un peu compliqué. Si assez régulièrement on ne se rappelle pas, voilà, il y a aussi ça au début, c'est un effort qui peut se faire avant que ce soit une habitude. Il faut que je trouve la motivation. Je me souviens, on en a discuté justement un petit peu avant, vous me disiez que vous testiez aussi bien ces 4 piliers qui sont des paramètres de condition physique que la sédentarité et la motivation au début des programmes pour individualiser, non? Pendant longtemps, justement, et je reviens à ce que je disais au tout début sur l'introduction, c'est vrai qu'on restait sur la partie cardio. Moi, comme jeune installé, rapidement, en tant que médecin généraliste, j'ai senti que la partie motivation était un élément essentiel et ça fait partie effectivement du travail qu'on demande à nos éducateurs sportifs effectivement, on va voir avec la personne, le pratiquant, qu'est-ce qu'il veut. Peut-être c'est récupérer sur un senior qui aurait des difficultés, ça va peut-être être capable de retourner faire ses courses. On va aller travailler les fonctions qui permettent de l'amener. D'autres, ça va peut-être, ils veulent venir pour se dépenser et venir mouiller le maillot. Et donc, de façon progressive, on va y aller de façon progressive pour éviter quand même l'événement cardiovasculaire. Si on se met dans la haute intensité d'emblée, on va respecter nos recommandations, mais nos animateurs, pareil, on les forme à ça. Donc oui, d'une personne à l'autre, on va adapter. Et puis ce travail de motivation, ça, dans les formations où j'interviens, et ce travail d'éducation, encore une fois, nos animateurs, c'est des éducateurs sportifs. Et on leur rappelle le rôle qu'ils ont d'éducation à la santé en général, d'inciter à un mode de vie actif au quotidien. Ça fait partie du métier et ils le font, je pense, pas mal. J'ai une question à Émilie et à Yanis qui me vient à l'esprit parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Emmanuel. On a bien dit que, parce que ce qui nous inquiète, nous, c'est quand même les gamins, les enfants, puisque l'enfant, c'est l'adulte de demain. Donc un enfant qui ne bouge pas, un enfant qui ne marche pas sera un adulte qui ne marchera pas. Ça, toutes les études le montrent.
Donc les parents sont un peu les modèles pour l'alimentation et pour l'activité physique. Donc est-ce que vous avez, ou est-ce que vous savez si c'est possible, des formations où il peut y avoir plusieurs membres de la famille d'âge différents, ou par exemple, moi je prône, je dis toujours aux mamans qui emmènent alors c'est souvent les mamans qui emmènent leurs enfants, et c'est de ma faute parce que moi j'ai très peu, enfin, si pour le sport je me suis beaucoup occupé de mes enfants, mais pour le reste je n'ai pas été un bon père. Et donc la maman qui emmène l'enfant au foot pendant 1 heure, elle reste assise dans sa voiture à regarder son portable ou un magazine pendant 1 heure. Et il y a des clubs, je sais, qui proposent aux mamans d'aller marcher, des choses comme ça. Donc est-ce que c'est des choses que vous faites, que vous pensez faire On a, tu complèteras Émilie, parce que je pense que j'ai oublié les choses. Il y a sur la petite enfance, sur les 9 mois, 3 ans, des parcours, là c'est plus l'éveil corporel, le parcours de motricité, où un parent vient avec l'enfant sur un parcours. Pour l'éduquer un peu. Voilà, exactement, l'éduquer au mouvement, à la chute. Donc ça, on a ça chez les petits. On a expérimenté en PACA, là on passe côté obésité pédiatrique. On avait justement touché du doigt que pendant les enfants en surpoids qui venaient sur un programme dédié en petits effectifs, en plus de leur prise en charge nutritionnelle, venaient pour la partie activité physique avec le PGV, donc un parcours de santé, psy, diète et activité physique. Et on voyait effectivement ces mamans, parce que là c'était surtout des mamans, assises autour du stade, regarder leurs enfants bouger. Et puis au bout d'une saison ou 2, on s'est dit, ça serait quand même dommage, on a embauché un éducateur en plus alors là c'était pas avec, parce que les demandes des mamans étaient différentes des adolescents, parce que c'était un public de... Mais l'idée est la même. Et effectivement, on a proposé à ces mamans d'aller pratiquer avec un autre animateur pendant le temps de la séance de leur enfant. Parce qu'évidemment, elles étaient touchées par la même problématique de surpoids, d'obésité que leur enfant, parce que malheureusement, généralement, il y a une part de génétique, on le sait dans l'obésité, mais il y a une part aussi significative de modèles sur l'alimentation et l'activité physique au quotidien. C'est vrai qu'il y a des cours comme ça qui se mettent en place, mais surtout, il me semble que vous avez, la FFE de PGV, justement pris un petit tournant. C'est que cette fédération, son cœur de métier, c'est l'activité physique, mais il me semble qu'à travers la commission médicale que vous présidez, vous avez pris le parti de créer un écosystème sport santé bien-être pour éduquer justement les différents publics de la fédération. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, juste avant la prise de parole d'Emmanuel, c'est vrai que nos animateurs sont des éducateurs et on a souhaité que, à travers les formations jusque-là et maintenant avec un outil et une application qui va arriver à la rentrée, on a souhaité donner des billes scientifiques validées, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et les représentations sur l'alimentation notamment sont parfois complexes. On pourra en parler après. On pourra en parler. Et donc l'idée, c'est de donner des ressources scientifiques accessibles, validées par des experts et par la commission médicale, pour donner à nos animateurs, à nos bénévoles aussi, qui sont... tout le monde doit communiquer et promouvoir un mode de vie sain et l'activité physique, et évidemment à nos pratiquants, proposer des outils de santé validés sur le sommeil, sur la gestion du stress, sur l'alimentation, sur l'activité physique, des choses simples. On n'a pas vocation à avoir l'équivalent d'une consultation avec son médecin, avec son nutritionniste, avec un psychologue, mais en tout cas donner les messages importants et les petites choses qu'on peut faire au quotidien pour améliorer sa santé de façon globale. D'accord. Oui, c'est juste en vous écoutant, Yanis, c'est ce mot sain. Et toute la considération qu'on peut en avoir. Sain, c'est manger une carotte et courir en même temps. Non, et je fais un... Voilà, alors qu'en fait, non, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est marcher, avoir une activité toutes les 30 minutes, manger de manière variée, diversifiée, c'est la normale. On s'est éloigné de la normale. Il faut juste revenir à la normale. Et la normale, c'est simple, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, parce qu'a priori, on est fait pour ça. Et souvent, on entend ce sain, alors, mais c'est juste que, voilà, ça a résonné dans ma tête, là, en me disant, voilà, sain, mais qu'est-ce qu'on peut penser de ça, ou qu'est-ce que l'ensemble de la population peut penser du mot sain? Parce que nous, ou en tout cas, professionnels de santé, quand on dit, voilà, il faut manger sainement, l'entendement peut être un peu plus compliqué et amener à ce que ce soit difficile, gênant.
Je pense qu'il y a ces notions-là, en tout cas, qu'on peut considérer quand on dit il faut manger sain. Alors que non, en fait, on pourrait dire il faut manger normalement. Mais je vais vous expliquer ce qu'est la normale. Oui, c'est ça. Encore faut-il savoir ce qui est bien. On voudrait tous, en fait, manger sain, faire de l'activité physique. Alors, l'activité physique, on sait où se tourner maintenant. Les maisons sport santé nous orientent si vraiment on ne connaît pas le monde du sport. Et puis, il y a des fédérations multidisciplinaires. Mais sur l'alimentation, le stress, le sommeil, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les magazines, les médias. On ne sait plus trop à quel sein se vouer. Et je crois que c'est ça le parti pris que vous avez à la fédération, c'est donner accès à une information de santé de qualité, validé par la commission médicale, juste pour faire le tri en fait, pour vos licenciés. Moi je le vois dans mes consultations au quotidien. J'ai des fractures de fatigue qui arrivent sur mes patients qui ont arrêté toute source de calcium, quelle qu'elle soit, parce qu'on leur a dit que ça favorisait les cancers, que ça favorisait ça bouchait les artères aussi. Des édictions complètes de gluten, avec certains sportifs qui vont avoir une aura qui permet aussi de développer des messages. En ce moment. Voilà. Et c'est vrai qu'au quotidien, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des fausses représentations qui me soient exposées en consultation. Et c'est vrai que c'est un gros sujet. Et c'est vrai c'est peut-être notre faute à nous, professionnels de santé, qui n'avons peut-être pas investi les réseaux au sens large et diffusons peut-être pas nos messages. Mais c'est vrai qu'on a pas le temps, on est désolé. Mais on le fait en consultation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès à l'information, il est devenu presque trop facile. Avant, on venait chercher le savoir dans un livre, chez quelqu'un, chez un sachant, et aujourd'hui, on le trouve, n'importe qui peut s'improviser sachant sur les réseaux, et c'est vrai qu'on se retrouve avec des données qui sont parfois sorties du chapeau et qui peuvent faire des dégâts. Et vous faites le pari avec la... Et on fait le pari, effectivement, c'est ça. Ils viendront chercher les infos à la source et on sera assuré en tant que commission médicale que ça soit valable. En fait, il ne faut pas tout compliquer. En fait, on en est là aujourd'hui, c'est vrai, comme dit Emmanuel. Ce qui est fou, c'est qu'on passe des heures à expliquer aux gens qu'il faut qu'ils se mettent debout pour marcher, aller faire leur course à pied. Par exemple, le drive, ça devrait être interdit. Le seul qui bosse dans le drive, c'est celui qui met les sacs dans le coffre, parce que maintenant j'appuie sur le bouton, mon coffre s'ouvre tout seul. En plus, je n'ai même pas besoin de descendre de ma voiture. Donc ça fait partie aussi des choses, des hérésies. Et combien de fois, quand on m'interviewe, on me dit « Alors, Monsieur Carré, quel est le meilleur sport pour la santé ?» Je dis « Aucun. Aucun. » Je dis « Tous les sports sont bien. La seule importance du sport ou de l'activité physique, c'est que ça me fasse plaisir. » Exactement pour l'alimentation. En fait, nous, ce qu'on propose, c'est quand même fabuleux, c'est que les gens se fassent plaisir en mangeant sainement, puisqu'il faut employer ce terme, c'est le mot à la mode, ou en mangeant normalement et en bougeant normalement. On n'a pas parlé d'acheter des chaussures, on n'a pas parlé d'acheter du matériel, on parle de choses simples. Et malgré ça, on a du mal à faire passer ce message, c'est dommage, et on l'a perdu petit à petit parce qu'on l'avait avant. Souvent, on me dit, Monsieur Carré, regardez, on n'a jamais vécu si vieux. Je dis, oui, ce que vous oubliez, c'est que la personne qui a 90 ans aujourd'hui, elle avait 20 ans il y a 70 ans. Et je peux vous dire qu'elle bougeait beaucoup plus que les gamins de 20 ans maintenant. Donc extrapoler aux deux, c'est une grossière erreur. Il ne faut pas croire que ça va continuer comme ça. Et on a oublié que nos grands-parents, c'était normal d'aller chercher le pain à pied, des choses simples. Et c'est ça, et qu'on ne mangeait pas de la même façon. Voilà. Et qu'on pouvait manger, et on se devait, on ne pouvait pas faire autrement, et manger de saison. Des fruits et des légumes de saison, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui peut permettre de faire en sorte de baisser le prix de son panier, en tout cas de ses courses. De manger de saison, on sait qu'il y a l'inflation, ce genre de choses, mais néanmoins manger de saison permettra de faire en sorte déjà d'amener à réduire ses coûts liés à l'alimentation et de cuisiner et de ne pas avoir besoin de cuisiner beaucoup parce que si on achète de saison, c'est bon. Ça correspond et on a le goût du légume. On achète des tomates en décembre, on n'aura rien, aucun intérêt. On les achète maintenant, on va commencer à avoir du goût dans ces tomates et de la couleur et donc du plaisir et il y aura juste besoin de les couper. Ce que vous dites me fait penser à une anecdote. C'est pas moi qui étais concerné, c'est un des plus grands spécialistes de diabétologie parisien que je connais bien, qui m'appelle un jour en pleine consultation, ça fait quelques années, qui me dit « Ah François, il faut que je te raconte quelque chose d'exceptionnel. » J'ai eu devant moi un des grands patrons du CAC 40, fort surpoids, diabète de type 2, etc. Et je lui dis « Il faut que vous fassiez de l'activité physique, il faut que vous fassiez attention à ce que vous mangez, etc., que vous bougez. » Et là, le monsieur m'arrête et me dit « Mais attendez professeur,
vous avez fait 15 ans d'études de médecine pour me dire qu'il faut que je marche. Eh bien oui, eh ben oui. Oui. On en est rendu là. On en est rendu là. Et qu'en est-il de la... Parce qu'on a parlé, on a fait allusion au cancer, au diabète. Qu'en est-il de l'activité physique et de l'alimentation pour des personnes à pathologie? Alors, nous... Est-ce qu'au contraire, on se repose? Nous, c'est pas pour nous jeter des fleurs. Les cardiologues, on le sait depuis 1949, qu'il faut faire de l'activité physique. C'est pour ça que je suis très content quand les neurologues me disent, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent, les neurologues, c'est très compliqué pour moi, mais quand ils viennent me dire, François, on a compris, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique, alors là, je me dis, bon, nous, ça fait 50 ans qu'on le sait, mais bon, c'est quand même bien, ils y sont arrivés quand même. Non, je plaisante. Non, tous les malades, c'est simple, on l'a dit dans une expertise INSERV, tous les malades chroniques, c'est-à-dire, c'est quand même la cause principale de mortalité, on ne l'a pas dit, aujourd'hui, c'est 60% des décès en France, c'est des maladies chroniques. Donc, ils pourraient être, pour une part, pas toutes, évitées, comme on l'a vu pour le cancer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais on pense en éviter pour 30% si on fait attention à notre mode de vie. Eh bien, tous les malades qui ont une maladie chronique stable doivent faire de l'activité physique. L'arthrose n'est pas une contre-indication à l'activité physique. L'arthrose, on sait que quand je marche, quand j'ai une douleur arthrosique, je vais m'adapter bien sûr à ma quantité, j'améliore la qualité du liquide articulaire que j'ai dans mon articulation, c'est prouvé, les rhumatologues le disent. La sclérose en plaques, je prends encore cet exemple parce qu'il y a 10 ans, on disait pas d'activité physique dans la sclérose en plaques. Ça provoque des poussées. Au CHU de Rennes, on a un grand service de sclérose en plaques, eh bien on fait les olympiades de la sclérose en plaques. Alors je vous rassure, on ne donne pas de médaille, mais c'est tous les gens qui font de l'activité physique avec une sclérose en plaques en font ensemble pendant 2-3 jours. Donc voilà, ça veut dire que ça a complètement changé. Donc oui, tous les malades, et là je me tourne vers les personnes malades qui nous écoutent, si votre médecin ne vous a pas prescrit d'activité physique, vous pouvez leur dire de ma part qu'ils ne vous ont pas donné le traitement optimal. C'est ce qu'on a dit dans l'expertise, ne pas prescrire de l'activité physique en cas de maladie chronique, c'est une perte de chance pour le malade. Toutes les recommandations le disent. C'est-à-dire qu'on a tout changé. Avant c'était vous êtes malade, reposez-vous, maintenant c'est vous êtes malade, bougez. Et mangez bien. Oui, tout à fait. On voit la même chose avec les oncologues et pour lesquels je pense qu'effectivement ça a bougé sur les quelques dernières années où effectivement on disait avant aux patients reposez-vous. Un changement énorme. Et maintenant c'est pratiquer une activité physique. Je pense qu'il y a encore des besoins aussi pour ces professionnels de santé d'avoir des informations sur la FFE-PGV, à mon avis, a un rôle qui est très important. Là, je pense que vous avez un rôle majeur auprès des professionnels de santé en termes de formation. Parce que je pense que sur le socle de base, il y a encore des marges de progression dans cette formation. Mais effectivement, est-ce que vous dites, si le professionnel de santé que vous avez en face de vous ne vous en parle pas, vous êtes proactif dans votre santé, c'est vous, c'est votre corps, à vous aussi, de pouvoir aller solliciter les médecins pour faire en sorte d'amener à ce que cela change. Ça leur permettra, et vous, je leur permettrai de pouvoir leur apprendre des trucs, s'ils ne le savent pas, et ça c'est pas mal, mais en tout cas ça vous permettra d'être actif, et ça c'est pas mal. De la même façon, et vraiment cette activité physique, et on peut faire le parallèle avec la nutrition tout à fait, parce que auparavant, on avait des alimentations qui étaient très restrictives à l'hôpital. On limitait fortement les fruits et légumes quand on avait des troubles du transit, ce genre de choses. On s'aperçoit maintenant que les fibres sont essentielles et c'est un régulateur. Donc même si on a une accélération des transits, il faut manger des fibres parce que ça va permettre de réguler. Et qu'on limite fortement ces diététiques, en tout cas ces diètes. Il faut manger de tout parce qu'il y a un effet délétère à ce qu'on ne mange pas ou qu'on sélectionne ce que l'on mange. Ça va amener à diminuer ces ingestats, à diminuer l'énergie qu'on absorbe, à diminuer les apports en protéines. Or, si on diminue cette énergie, si on diminue ces apports en protéines, quand on est hospitalisé, on a une pathologie, on est malade, et ben ça va amener à ce qu'on perde du poids. On a des changements qui peuvent se faire de manière assez importante de métabolisme, avec des besoins qui sont plus élevés pour lutter contre l'inflammation, pour lutter contre la maladie, ces maladies chroniques. Et il faut y parvenir. Sinon, le risque de dénutrition est assez fort. Et si on est dénutri, c'est-à-dire si on a une perte de poids, et ce n'est pas beaucoup, c'est 5% en un mois, de manière non volontaire. Une personne qui fait 60 kg, 5%, 3 kg. Voilà. Un mois après, 57 kg. Si on ne se pèse pas, ce n'est pas fait qu'on le voit. Et quand on parle de surpoids, une personne en surpoids, c'est aussi 5%. Et une personne en surpoids peut être dénutrie. C'est aussi des notions qu'il faut considérer quand on est en surpoids, c'est qu'on peut être dénutri avec la même incidence et avec les mêmes effets que cela peut avoir. En termes de récupération et sur ce temps d'hospitalisation, on va rester plus longtemps hospitalisé parce qu'on va pouvoir avoir potentiellement un peu plus d'effets secondaires.
ou une cicatrisation qui va être un peu plus longue. On rentrera moins rapidement chez soi et on récupérera moins rapidement. On parlait d'aller au marché, d'aller de nouveau refaire ses courses, ça passe parce qu'il faut pratiquer une activité physique et avoir des apports en protéines qui soient suffisants. Si on n'a pas ça, de la même façon, on va traîner un peu plus longtemps. La qualité de vie qui est très importante et qui est de plus en plus importante en oncologie. On parlait de traitement, d'efficacité des traitements, on parle de survie, c'est normal, c'est essentiel et ça fait partie des choses qui sont importantes. Alors il y a beaucoup d'évolutions et c'est un secteur qui amène à ce que l'innovation, à la fois dans le parcours de soins et dans les traitements, sont très importants et source de beaucoup d'espoir pour l'ensemble des patients présents et à venir. Mais il y a ces besoins qui sont assez importants sur ce temps de traitement pour pouvoir amener à ce que eh bien, on passe ces épreuves. Et la qualité de vie est essentielle. La qualité de vie, ça passe par avoir une activité physique, parce qu'on sait les bienfaits de l'esprit. Vous parliez de dépression, et d'un point de vue musculaire. Justement, moi, alors je sais que vous êtes spécialisé en oncologie, donc on va en profiter. On va faire un petit focus sur le cancer, on reviendra sur l'activité physique à la FPGV là-dessus aussi, mais en termes d'alimentation et de cancer, on entend aussi, encore une fois, beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, le lait de vache, les hormones de croissance qui sont cancérigènes, et pourtant, je crois, docteur Merlin, vous m'avez dit que vous aviez plus de fractures liées au manque de calcium que des cancers liés à ça. Enfin, peu importe, il y a des croyances, comme sur les glucides, que le sucre alimente les cellules cancéreuses, donc on fait du régime à ne plus manger de glucides, régime cétogène, le jeûne. Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur peut-être des pratiques qui sont liées en prévention, peut-être des cancers, et surtout, je crois qu'il y a peut-être une alimentation pendant le traitement, après le traitement. Oui, tout à fait. Quand on va sur Internet, qu'on tape alimentation et cancer, une des premières pages, une des premières choses qu'on voit, c'est alimentation anti-cancer. Alors, il n'y a pas d'aliment contre le cancer. La prévention, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, manger des fibres, avoir des apports en fruits et légumes, limiter sa consommation de viande rouge. C'est ce que l'on a vu et c'est les recommandations qu'on peut voir. Manger 5 fruits et légumes, manger et bouger, font partie des choses qui sont dans le cadre du plan cancer. C'est dans le cadre du premier plan cancer que ça a été mis en place. L'alimentation ou les besoins nutritionnels, en tout cas quand on a un diagnostic de cancer, de par cette maladie, on peut avoir des modifications de son métabolisme. C'est-à-dire qu'on va potentiellement, c'est pas systématique, mais ça arrive très souvent, avoir des besoins nutritionnels qui vont être plus importants. Parce que, on peut avoir une inflammation, parce que la maladie peut amener à ce que le cancer peut amener à ce que, on ait plus de difficultés à créer des protéines et que, il va y avoir une perte de masse musculaire qui va se faire ou de force musculaire. Et donc, de ce fait, il faut adapter son alimentation en fonction de cela. Et donc, ce repas équilibré ou cette alimentation équilibrée qu'on a sur un temps où on est sain, où on n'est pas malade, ce n'est pas le même équilibre alimentaire quand on est atteint de cancer et quand on a un diagnostic de cancer ou au cours du traitement. Les besoins sont plus importants. Et il faut y répondre. Parce que, encore une fois, comme je vous le disais, si on n'y répond pas, le risque de dénutrition est là. Et si on est dénutri, on va avoir une fatigue qui va être là. On peut avoir aussi des effets secondaires potentiellement qui peuvent être un peu plus importants sur ce temps de traitement. Des délais rallongés, ou en tout cas une pause dans le traitement parce qu'on a du mal à supporter la chimiothérapie, qu'il faut attendre, il faut récupérer pour pouvoir enchaîner avec un autre traitement. Une cicatrisation qui va durer un peu plus longtemps après la chirurgie. Et cela est évitable. C'est aussi ça qu'il faut considérer. C'est que souvent on a dit, on considère que quand on a un cancer, on va perdre du poids, c'est une fatalité. Ce n'est pas le cas, pas du tout. On peut amener à faire en sorte de manger. Les diététiciens, les nutritionnistes sont là, sollicitez-les. Ça leur fera plaisir et ça vous permettra à vous de pouvoir faire en sorte d'avoir tous les conseils qui sont encore une fois assez simples. Manger suffisamment, manger plusieurs fois par jour. L'équilibre alimentaire, il n'est pas là. Quand on est atteint de cancer, c'est difficile, la satiété est précoce et c'est difficile de manger suffisamment. On a des besoins plus élevés, pour autant on a plus de difficultés à manger.
Donc fractionnez la prise alimentaire, 5, 6, 7 fois par jour. C'est pas gênant, ça vous permettra d'atteindre vos besoins et d'avoir un poids stable. C'est ça qui est important. Grignoter alors. Ouais. Oui, tout à fait, on peut grignoter. Et grignoter fait partie des choses qui sont importantes parce que ça permettra d'amener à ce qu'on mange suffisamment. Et puis les protéines, viande, poisson. Quand j'étais à l'hôpital, souvent, moi je demandais aux patients s'ils mangeaient, combien de fois ils mangeaient de la viande ou du poisson ou des œufs par jour. Et puis après, une fois qu'ils m'avaient répondu, je leur demandais, et peu de personnes mangent de la viande ou du poisson et des œufs midi et soir. Et puis après, ceux qui m'avaient répondu oui, je leur demandais s'ils mangeaient 2 à 3 produits laitiers par jour. Ça descendait encore énormément. Or, on peut considérer que, au vu de nos besoins en protéines, eh bien, si on ne mange pas viande, poisson, œufs midi et soir et 2 à 3 produits laitiers par jour, déjà ça, si on n'a pas de légumes secs, ou d'autres sources de protéines par les légumes, on n'arrivera pas à nos besoins. Et donc, il y a un risque de perdre du poids. C'est pour ça qu'il faut vraiment être aidé par un diététicien, par un nutritionniste. Il faut en parler à son oncologue, à son radiothérapeute, en tout cas aux professionnels de santé avec qui on travaille sur soi, mais avec qui on est pris en charge pour pouvoir amener à avoir tous ces conseils, parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident. Mais il faut réussir à y parvenir. Et j'en parlais de produits laitiers, et puis je ne vais pas monopoliser la parole, mais vous disiez tout à l'heure qu'effectivement vous voyez beaucoup de personnes qui ne mangeaient plus de produits laitiers. Cardio-sensibilité, facteur de fatigue. Voilà, et ça avait ça. L'autre point, c'est que si on a moins de 2 produits laitiers par jour, c'est un facteur de risque de cancer colorectal. Et pourtant, on nous dit que alors le cancer favorise et sur le temps du traitement, on va dire, il faut éviter. Enfin, c'est pas moi, ça c'est une certitude. On peut, mais en tout cas, on entend. Voilà. Et vous pouvez entendre. Il faut éviter de manger des produits laitiers parce que ça va favoriser la prolifération cellulaire. C'est pas le cas. Rien n'a été prouvé en ce sens. On sait que scientifiquement, et on disait, il faut parler sur des preuves scientifiques, ce qui est l'épreuve d'aujourd'hui, peut-être, ce que je vous dis aujourd'hui sur certaines choses ne seront plus vraies demain, dans quelques temps. Parce qu'on aura des nouvelles études scientifiques qui amèneront à... Sauf que ces études scientifiques, avec un protocole bien spécifique, qui permettront de dire que ça a changé et que ça a évolué. Et c'est très bien, puisque l'innovation est là. Mais sur ces produits laitiers, oui, si on n'a pas de produits laitiers, on n'a pas d'apport en protéines. On va se priver. Si on n'a pas d'apport en protéines, on va perdre de la masse musculaire. Si on perd de la masse musculaire, on va avoir moins d'activité au quotidien. En tout cas, ça va être un peu plus compliqué. Et on va avoir des difficultés vis-à-vis du traitement. C'est un cercle vicieux. Si on a ce dont on a besoin, ça permettra en tout cas de pouvoir maintenir son poids, maintenir son activité physique, sa force, sa masse musculaire, et d'amener à aller jusqu'au bout. En tout cas, à favoriser la pleine continuité du traitement. Et il n'y a rien de prouvé. Le réseau NACRE, et travaille au sein de l'INRA, l'Institut national de la recherche pour l'agroalimentaire, et a édité, a fait une revue littérature. C'est-à-dire qu'en gros, ces scientifiques ont regardé tous les articles qui portaient sur le régime cétogène, c'est-à-dire un régime contrôlé en glucides où on limite les apports en glucides, les produits laitiers, le jeûne, et ont amené à ce que ces recommandations, en tout cas, il y en a au grand public, donc vous pouvez fournir et avoir ces informations, mais qu'il n'y avait pas de raison scientifique d'amener à promouvoir le jeûne sur le cadre du cancer, dans le cas du cancer, à promouvoir le régime cétogène dans le cas du cancer, en tout cas à promouvoir des alimentations restrictives. Parce que ça avait des effets délétères sur la perte de poids et de masse musculaire, ce qui est l'essentiel et ce qu'il faut garder. Et c'est ça qui est important. L'alimentation, souvent, le patient sur ce temps de traitement, le traitement peut être contraint. On a un diagnostic, le traitement est compliqué, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie, la radiothérapie ont des effets secondaires. C'est une épreuve. Et le choix en dehors du traitement, le patient l'a. Et il se dit, moi aussi, comment je vais faire pour faire en sorte de lutter contre cette maladie et quelles sont les actions? L'alimentation en fait partie, l'activité physique en fait partie. Et il faut qu'il le considère.
Et ce qui lie l'alimentation et l'activité physique chez ce patient atteint de cancer, et je vais juste être rapide sur ça, c'est pour faire le parallèle avec le régime cétogène. Quand on a un diagnostic du cancer, ou en tout cas avant, on peut avoir un scanner injecté, c'est-à-dire qu'on va avoir un produit qui va marquer et qui est à base de, si je ne me trompe pas, ou un marqueur sur du fructose, ou en tout cas un sucre quel qu'il soit. Et ça, c'est la notion qu'on a, c'est-à-dire qu'on va injecter cela, et puis on va voir où peuvent être les cellules cancéreuses. Le parallèle est tout de suite fait. Si j'ai des apports en sucre, en glucides, ça va être capté par les cellules cancéreuses. Sauf que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on nous dit ne pratiquez pas, prenez l'ascenseur. On ne vous dit pas de monter les escaliers là. Ne montez pas les escaliers, prenez l'ascenseur, ne vous dépêchez pas. Pourquoi ? Parce que si on le fait, si on pratique une activité physique avant, si on sollicite sa masse musculaire, ses muscles, eh ben on va flasher de partout. Parce que c'est les muscles qui auront capté ce que l'on aura pris, pas les cellules cancéreuses. Il y a une compétition qui peut rentrer aussi en cause. Et c'est un très bon exemple que malheureusement la cellule cancéreuse elle peut se nourrir de pas mal de choses. Et si on a pris de glucides, on va priver notre corps de glucides dont on a besoin pour pouvoir faire fonctionner notre cerveau, c'est l'essentiel, et nos muscles, notre cœur notamment, et à mener cette activité physique. Donc il faut avoir ces apports. Dans les recommandations de l'équilibre, une boisson sucrée, ben non, c'est pas une nécessité, quoi. En tout cas, c'est pas ça qui va avoir un intérêt. On peut en prendre, il ne faut pas se restreindre, mais c'est une question de fréquence, pas tout le temps. Puis je crois que c'est une question d'équilibre, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Faisons simple, un peu de tout, mais beaucoup d'activité physique. Un peu de tout. Ne rien oublier. On l'a très bien dit, en fin de compte, c'est assez simple. C'est bien bouger, se lever déjà, bien bouger, bien manger, bien dormir. Ne pas fumer et se limiter de façon importante au niveau de l'alcool, ça dépend bien sûr de ce que l'on a. Donc en fin de compte, vivre normalement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas toujours tout vouloir compliquer, croire qu'il y a des méthodes miracles, comme des beaux parleurs essayent de nous les vendre. Et même avec une activité, même avec une pathologie, on peut faire de l'activité. Absolument, il faut. Et là, je me tourne vers vous, Dr Mellerin, à la FFEPGV. Est-ce que vous accueillez des personnes qui ont des pathologies? Est-ce que vos animateurs sont formés sur le sujet? Est-ce que vous vous spécialisez? Alors oui, on accueille des pathologies. Avant, je voulais rebondir. Excusez François, là, on a les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge du diabète qui viennent de retomber. Et ils ont encore remartelé le premier traitement pour la prise en charge du diabète avant tout médicament. Avant, moi, pendant mes études, on me disait le premier traitement, c'est la metformine, qui est une molécule pour le diabète. Et là, ça y est, c'est alimentation et activité physique qui doivent être testés avant même toute mise en place de traitement, et on l'écrit noir sur blanc, en gros, et ça fait plaisir de voir qu'on communique, et je l'ai vu passer sur des publications grand public, donc ça fait plaisir de voir que tout le monde met de l'énergie à communiquer la bonne parole. Donc oui, pour revenir à votre question, Émilie, donc oui, on a des formations spécifiques depuis pas mal d'années maintenant. On a une certification nationale pour nos animateurs qui souhaitent encadrer de l'APA, le module commun activité physique adaptée, qui permet à nos animateurs ensuite d'encadrer des pratiquants qui sont atteints de maladies chroniques avec un certain niveau de limitation fonctionnelle. Donc on les forme à la fois sur les spécificités de ces pathologies et surtout comment réussir à adapter une séance. Alors là, on est sur des effectifs encore plus restreints que ce qu'on disait tout à l'heure sur les clubs traditionnels, pour encore plus adapter, parce que c'est des gens qui sont dans des situations médicales, ou dans un niveau de déconditionnement parfois qui est significatif. Et donc on fait tout ce travail de formation sur les pathologies, mais voilà, sur le travail motivationnel aussi, et puis lever aussi les peurs, parce que François Carré le disait, c'est pas si compliqué que ça en fait. Il y a pas, on se fait une montagne. Nos animateurs ont dans leur club des gens qui sont déjà atteints d'hypertension, de diabète, qui sont en cours d'un cancer, et ils ne le savent pas. Là, c'est faire monter nos animateurs en compétences pour prendre en charge des personnes peut-être un peu plus complexes, encore plus éloignées de l'activité physique, mais bouger, c'est simple et il est
on disait la chaise tue. Moi, je dis à mes patients, bouger, enfin, allez bouger, allez faire une activité physique, allez faire une activité sportive. Le canapé, c'est dangereux pour la santé. C'est vrai que moi, ça devrait être marqué dessus, d'ailleurs. J'utilise le canapé, moi. Ça devrait être marqué dessus. Oui, non, exactement, oui, c'est vrai. On nous dit de faire attention à l'airbag dans la voiture, etc. etc. Ben là, c'est pareil, sur le canapé tue. C'est pas faux. On y réfléchit à 2 fois, du coup. Non, mais comme le dit Yanis, pour faire très rapide, pour que les gens nous entendent bien, dans les nouvelles recommandations de la pratique du sport, donc du sport en compétition, si vous faites un infarctus du myocarde, qu'on vous fait tous vos bilans, qu'on vous classe comme à faible risque, vous pouvez participer aux Jeux Olympiques. Après un infarctus. Donc ça montre bien que c'est fini l'époque. On a changé. Avant, on ne savait pas, puis on n'avait surtout pas les traitements qu'on a actuellement quand même, parce qu'en cardiologie, on a quand même beaucoup progressé. Vous nous disiez il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était au baromètre du sport santé de l'EPGV, et ça m'a marqué. Vous avez dit, il me semble, qu'une personne qui a fait une crise cardiaque et qui fait du sport sera aujourd'hui en meilleure santé que celui qui n'a jamais eu de problème type crise cardiaque, mais qui est complètement inactif et sédentaire. Oui, alors je n'ai pas dit exactement ça, mais c'est à peu près la même chose, mais ça rejoint ce qu'a dit Yanis. Un homme de 50 ans qui a eu un cancer de la prostate, qui a fait un infarctus du myocarde, qui a une capacité physique ou une VO2 max élevée, enfin bonne, vivra plus longtemps qu'un homme de 50 ans qui n'a jamais été malade, qui a une mauvaise capacité physique. Merci pour l'information. Voilà. Mais c'est bien, c'est des messages clairs qui passent bien. Et puis sur les pathologies chroniques, je pense que c'est important de rappeler aux gens qui nous écoutent qu'on parle de pathologie cardiovasculaire, qu'on parle de cancer. Enfin, c'est l'impact aussi sur l'efficacité de nos traitements, c'est que ça potentialise l'efficacité. Oui. On a vous me corrigez, François Garret, si je dis une bêtise, mais il me semble qu'on a montré que sur la partie revascularisation, enfin, après un événement cardiovasculaire, l'activité physique, alors, on ne s'amuse pas à ne pas mettre de traitement, mais quasi aussi efficace en prévention de secondaires que nos médicaments. Mais ce que vous dites est très important. Il y a une synergie entre l'activité physique et les médicaments. Des médicaments, j'en prescris tous les jours, mais j'associe toujours. Bon, on a la particularité dans notre service de commencer par l'activité physique sur l'ordonnance pour bien montrer ce qui est important pour nous. C'est l'activité physique et les médicaments après. Mais si vous prenez des gens, bon, tout le monde a entendu parler des stents pour déboucher les artères, vous prenez des gens qu'on a débouché leurs artères, on les suit sur 10 ans. Ceux qui font de l'activité physique, comparé à ceux qui n'en font pas, ils ont le même traitement. Eh bien, la mortalité totale est diminuée de 38% pour ceux qui font de l'activité physique et le risque de récidive d'infarctus de 25%. Donc il n'y a pas photo, ça montre bien que l'activité physique avec les médicaments en plus, il y a une synergie et il faut associer les deux. Et sur le cancer, il me semble qu'on est à peu près sur les mêmes chiffres, autour des 20 à 30% en fonction des études, je crois. Oui, je ne l'ai pas en tête et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais effectivement, de toute façon, l'activité physique sur ce temps de traitement amène à avoir un impact qui est de plus en plus démontré. Il y a une nécessité d'avoir des études scientifiques, elles sont en cours, il y en a déjà pas mal. Et notamment sur la fatigue. La fatigue sur le temps du cancer fait partie des choses qui sont assez impactantes, mais ce n'est pas que. Et effectivement, sur le traitement, sur la survie, ce qui est important, qui sont des notions importantes. Il y a un après-cancer, et il faut pouvoir aussi faire en sorte que ça se passe très bien sur le temps du traitement et en post-traitement. Mais oui. Et donc on a dit que l'activité physique potentialise le traitement médicamenteux et réduit les effets secondaires potentiels aussi. Donc tout bénéfice à l'activité physique. Oui, c'est ce qu'on appelle la prévention quaternaire, c'est-à-dire les effets de la surmédicalisation. Et d'abord, on peut diminuer les traitements et puis on peut diminuer les effets secondaires, effectivement. Activité physique comme thérapie non médicamenteuse. Absolument. C'est ça le terme, il me semble. Je crois que finalement, la FFEPGV représente un petit peu la systémie dont on vient de parler aujourd'hui, puisque vous êtes sur l'activité physique tout public, même à personne à pathologie, avec cet accès à des informations de santé, pour ne pas oublier que dans l'alimentation, c'est important, le stress, le sommeil aussi. Est-ce que vous seriez d'accord pour conclure sur le fait que finalement, être en bonne santé ou potentialiser sa santé, c'est simple? Vous disiez se lever, pour bouger. Bouger. Bien manger, bien dormir. Oui, et puis se rappeler d'une chose simplement, c'est pas de moi, hein, je le cite souvent parce que c'est quelqu'un qui me... C'est Jim Rohn, un motivateur américain qui dit « N'oubliez pas une chose, c'est que le seul endroit où vous êtes obligé de vivre, c'est votre corps. Donc prenez-en soin. » Si on a retenu ça, je pense qu'on fait attention à sa santé. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci.